Hello, welcome to Imaginique Channel. J'espère que vous allez bien. À moi, aujourd'hui, franchement, je pète la forme parce qu'on se retrouve pour un sujet caliente, vous savez. On va parler du métissage. Ça, c'est mon sujet chouchou. Et pour cela, je suis en compagnie de Naomi Elana Béanzin qui a bien voulu nous ouvrir les portes de son cœur pour nous partager un peu de son histoire avec le métissage. Naomi est d'origine franco-béninoise togolaise. Elle est d'un père donc béninois togolais et d'une mère française qui elle-même est née et a grandi en Guinée-Conakry. Quant à Naomi, elle est née en France mais elle a passé toute sa vie sur l'île de Mayotte avant de rejoindre la métropole pour ses études. Et aujourd'hui, elle est mariée à un Martiniquais. Rien que ça, c'est une richesse, mais malheureusement qui n'est pas toujours comprise par les autres et qui peut être source de combat interne pour soi-même. Et c'est un peu de tout ça qu'aujourd'hui on va parler avec Naomi. Donc si ça t'intéresse, c'est tout de suite après le générique. Hello Naomi, encore vraiment merci pour l'intérêt que tu portes à Image Unique. Merci Cindy. Tu sais que si tu me suis sur les réseaux sociaux, ça me tient tellement à cœur. Ah ça. Tu vois le zèle quand j'en parle. N'est-ce pas? Vraiment. Donc je suis vraiment contente. Et est-ce que bon, je t'ai déjà un peu présentée, mais j'aime bien laisser la parole aux personnes, même si tu peux te présenter réellement. Qui est Naomi dans la vraie vie? Que fait-elle? Dis-nous tout. Ouais, c'est gentil, merci en tout cas de m'accueillir aujourd'hui sur le plateau. Donc oui, moi c'est Naomi, fruit d'un métissage très, très riche. Je travaille en communication, voilà, c'est ce que je fais un petit peu tous les jours. J'habite sur Toulouse. Et donc, en effet, j'ai grandi dans une famille avec une culture assez africanisée, si je peux dire. Et donc, naturellement, en ayant grandi sur une île, voilà, je me suis mariée aussi avec un homme des îles. Donc voilà, d'habitude, Naomi, c'est une personne assez pétillante aussi, on me le dit, et assez expressive, mais peut-être que ça vient aussi de mon métissage, sûrement. Je sais pas si c'est lié parce que je suis comme toi. Donc, Bon, peut-être. ça doit être ça alors. On va voir. Il y a des points communs, c'est ça. Et comme tu le disais, tu es le fruit d'un melting pot énorme. Comment est-ce que... Parce que c'est vrai que ça peut être très beau. Les gens, souvent, ils se disent ah, c'est beau le métissage et autres. Ouais. Mais on sait que c'est pas tout le temps facile à vivre. Donc, comment toi, tu l'as vécu en fait? Comment tu t'es construite positivement comme négativement? Comment ça a façonné la Naomi d'aujourd'hui? Alors oui, c'est beau le métissage, c'est vrai, ça peut donner des belles surprises, mais ça peut être également un fardeau, et en tout cas, ça peut être vécu également en tant que tel. Pour ma part, j'ai grandi dans une famille donc très axée justement sur ce métissage, sur la chance que ça ouvre, les opportunités que ça peut ouvrir, mais également sur une alerte. En tout cas, je me souviendrai toute ma vie de mon père qui m'a dit toute petite, qui nous a pris, mon frère et moi, en disant, vous savez... vous, en fait, on vous demandera toujours plus que les autres. Donc, il faudra toujours fournir plus d'efforts que les autres parce que, justement, vous êtes métisse. J'ai grandi vraiment dans cette dichotomie-là, cette ambivalence, où, en fait, le métis, c'est à la fois le noir, à la fois le blanc. C'est noir chez les blancs, blanc chez les noirs. Stigmatisé un peu partout, au final, et au final, légitime un peu nulle part. Donc, ça a été... des combats, en tout cas, identitaires pour moi, durant beaucoup mon adolescence. Je suis passée un petit peu des deux. J'ai voulu tantôt ressembler à une européenne parce que on me renvoyait à cette image-là en ayant vécu, du coup, dans une île. Et tantôt montrer un petit peu plus mon côté africain parce que j'étais, du coup, arrivée en métropole et je voulais affirmer aussi mon identité africaine. Donc ça a été pour moi à la fois une richesse, mais également source de gros combats identitaires. Parce que le fait de se retrouver... Enfin, c'est difficile de se trouver, en fait, dans cette identité, sachant que en fonction de l'environnement dans lequel on est, on nous renvoie soit à l'un, soit à l'autre, alors qu'en fait, nous sommes les deux. Et c'est important de le... Après, on est dans une société casée, tu vois, qui aime les cases. Et donc, c'est très difficile pour les gens de comprendre... Enfin, Dieu merci, il y a des exceptions, mais globalement de comprendre qu'en fait on n'a pas à choisir et qu'on est Exactement. Tout. Et moi, tu sais, ce qui me dérange, enfin, m'a toujours dérangé, mais bon, aujourd'hui je le vis beaucoup mieux, je sais pas si toi ça a été le cas, mais moi, limite,
c'est comme si je devais m'excuser de savoir qui j'étais. Parce que moi, pour le coup, ça, c'est vraiment une grâce que j'ai eue. C'est que je me suis jamais revendiquée ni blanche, ni noire. Franchement, peut-être parce que j'ai grandi en Côte d'Ivoire, mais que j'étais chaque été en France et que j'étais à l'école française là-bas. Donc, en fait, j'ai baigné dans cette diversité. Donc, je me suis jamais revendiquée plus l'une que l'autre. Naturellement, je suis beaucoup plus proche des Africains parce que j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Donc, jusqu'à mes 16 ans. Donc, ça fait quand même partie de moi, tu vois. Donc, sans faire exprès, même mon père, pour me charrier, me dit, mais t'as des amis blancs? Je lui dis, bah oui, en fait, j'en ai, mais c'est vrai que naturellement, je suis pas raciste, mais naturellement, je vais être beaucoup plus proche, je fais même pas exprès des personnes afro, mais sans pour autant me revendiquer plus afro. Et il y a aussi cette ambivalence, comme tu dis, ce petit combat, parce que des fois, quand je me retrouvais avec les afros, mes meilleurs amis, des fois, elles me disaient, il y en a une qui m'avouait, elle m'a dit, ah, mais tu sais, t'es la seule métisse simple qu'on connaît, hein. D'habitude, les métisses, vous la racontez, ce genre de choses. Et plus tard, en grandissant, une autre problématique auquel j'ai été confrontée, c'est que quand je parlais comme là, tu vois, j'ai commencé, c'est pas aujourd'hui que je fais des émissions comme ça, j'en parlais déjà autour de moi, je prenais position sur des statuts Facebook à l'époque, et c'est comme si je devais m'excuser de savoir qui j'étais. Tu vois, ça dérangeait les gens mais en fait, elle sait qui elle est, elle n'essaie pas de se mettre dans une case. Et moi, personnellement, j'ai trouvé que ceux qui étaient les plus violents, oui, les blancs, c'était d'autres problématiques, mais c'était les afros. Ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Moi, c'est vrai que c'est marrant hein, que ce soit effectivement les afros qui soient plus violents, en tout cas de ce côté-là, sur le métissage. C'est vrai qu'en tant que métis, il y a beaucoup d'idées reçues hein, sur les métis, etc. Mais c'est vrai que, bon, du coup, moi, j'ai grandi à Mayotte, donc forcément, mon environnement était plus noir que blanc. Donc, c'est vrai que j'avais même pas... En fait, j'ai grandi sans avoir l'idée même que je pouvais être autre chose que blanche. Parce qu'on me renvoyait à ça, en fait. Et donc, forcément, du coup, naturellement, je voulais me lisser les cheveux. Naturellement, j'avais aucun problème à ce qu'on me traite de blanche ou qu'on m'appelle la blanche ou que... Enfin, voilà, j'avais pas de souci là-dessus parce que mon environnement, en fait, me renvoyait à ça. Et alors même que mon père, qui est lui donc africain, qui a grandi toute sa vie en Afrique, le fait même, je parlerai même de la couleur de peau, mon père, très souvent, parce que je suis ressortie plus claire que mon frère et ma grande sœur, m'a appelée face de craie. Ah oui, quand même. Et donc, non, mais c'était, voilà. Je comprends. Voilà. Je sais pas si c'est pas méchant là-bas. Non, mais je trouve ça dur. Voilà, mais au sens, pour lui, c'était vraiment, voilà, c'est comme une boutade. Mais en fait, ça m'a vraiment, moi, ça a façonné, en tout cas, j'ai eu vraiment un complexe sur ma couleur de peau. Quand j'ai commencé à comprendre qu'en fait, je n'étais pas que blanche et que je n'étais pas que noire, mais que j'étais les deux et que j'ai commencé, en fait, à fonder mon identité autour de ce métissage-là, ça a été compliqué pour moi de me dire je suis métisse, mais je suis claire. Mais tu sais que c'est important de le dire parce qu'on va pas se mentir, on parle beaucoup des problématiques des femmes noires. C'est vrai. C'est réel, hein. Je suis pas en train de dire, voilà, c'est totalement réel. Mais toutes les femmes ont des problématiques et c'est vrai que moi, j'ai eu le même complexe que toi. Parce que c'est sympa, mes copines qui sont mes meilleures amies, là, qui m'acceptent et tout, même me disaient, même quand j'ai commencé le mannequinat et tout, mais toi, t'es pas métisse, toi, t'es jaune. T'es pas métisse, toi, t'es jaune. Tu vois? T'es marron, En fait, c'est peut-être anodin. Moi, je le prenais pas mal, mais en fait, mon subconscient a enregistré que Cindy, elle est jaune. Et du coup, dans le milieu du mannequinat ou autre, je sais que souvent, je cherchais même des fonds de teint plus foncés que ma teinte pour justement, parce que je suis pas jeune et tout. Et en plus, c'est vrai que je suis claire, assez claire, il y a des métisses plus foncées, mais ça me complexait pendant hyper longtemps à cause du regard de l'autre. Mais c'était inconscient. Par contre, j'ai jamais voulu, je voulais pas lisser mes cheveux. Tu suis un peu ce que je fais, je pense que là, c'est vraiment une chance à ce niveau. J'ai jamais cherché à lisser mes cheveux et qu'on sort. Pourtant, j'étais dans un environnement où on valorisait tellement les femmes claires, mais justement ça m'énervait un peu cette idée en fait, et je voulais un peu casser pour dire oui, je suis métisse peut-être, mais je me la raconte pas, je suis comme vous. Mais c'est vrai que le côté le teint, je pense que la peau c'est tellement important, c'est quand même, on en parlait avant que tu viennes avec une intervenante, c'est le regard direct en fait de l'autre voix, et inconsciemment j'ai quand même eu ces problématiques là. Totalement, je comprends. En fait, moi, pour le coup, c'est vrai que j'ai, par rapport aux cheveux, en fait, très tôt, ma mère, par exemple, a commencé à me faire des défrisages parce qu'elle ne savait pas comment prendre soin des cheveux métis, des cheveux bouclés. J'étais une fille en plus. Donc, et puis, à l'époque, il n'y avait pas tous les produits aussi qu'il y a aujourd'hui.
Aujourd'hui, on a plein de produits spécifiques pour nos cheveux. Mhm. À l'époque, enfin voilà, il y en avait moins, donc c'était Clairement. compliqué. Et c'est vrai que donc voilà, donc très tôt j'ai voulu me lisser les cheveux. Et par rapport à la peau, en fait, moi c'est quand je suis arrivée ici en France que j'ai commencé à vouloir même carrément faire des séances d'UV. Ah J'ai fait oui. des séances d'UV Ah oui. parce que je ne supportais plus d'être aussi claire de Mhm. peau et je voulais absolument affirmer là en fait où j'avais fait taire un petit peu mon côté africain, béninois, togolais, etc. Où je me sentais pas légitime de ce côté identitaire de ma famille. Bah en Ah, fait, ok. À cause du regard de l'autre en à Afrique. cause Ok, du c'est ça. regard de l'autre, j'ai voulu du coup bah, me foncer aussi. J'ai commencé à laisser mes cheveux bouclés, etc. Bon, ça a été compliqué avec les coiffeurs ici en On est France. d'accord. Donc, t'es Mais vraiment voilà. passé par... Et à quel moment t'as eu le déclic, quelque part, de te dire, de t'accepter, en fait? En réalité, j'ai eu le déclic donc quand je suis arrivée ici en France Mhm. et que j'ai rencontré donc pour la première fois ma famille africaine Ok. qui En France, en France, tu ouais. vois? Comme quoi. Comme quoi. Je suis venue ici, j'ai rencontré ma famille africaine qui a commencé du coup à m'expliquer. Enfin, il y a eu des gros chocs de culture parce que moi, j'ai pas grandi dans la même mentalité en fait que mes cousins et mes cousines qui ont grandi en Afrique. Donc tout ce qui est, tu connais sûrement en Afrique, droit d'aînesse, tout ça, Ah, tout ça. my God. Bon, moi, ce sont des choses, pardon. C'est un autre terrain. Mais justement, on va en parler avec l'une des intervenantes, parce que non. C'est C'est voilà, aussi de la... Le métissage, c'est aussi ça. c'est Le ça, métissage c'est culturel. On peut ça, en parler c'est ça. également. C'est la perception d'une culture à l'autre et on te renvoie directement à... En fait, ils vont pas faire la différence. Moi, on te renvoie, ça te renvoie à ta personne. Moi, je sais que je vais pas mentir, j'ai des vrais problèmes avec ce problème de droit d'aînesse Ah en oui, ça. Afrique Ah, ça, parce que je trouve que c'est abusé, en fait. Que je c'est suis des d'accord. extrêmes. Et c'est simple, hein. Moi, quand j'y vais, à chaque fois, j'ai un clash. Je le dis clairement avec au moins une aînée. Tout simplement parce que c'est pas que je suis impolie, c'est que je suis jeune, plus jeune, et que je dis, on va discuter, je vais dire ce que je pense, et que je vais dire souvent la vérité de ce que tu fais n'est pas bien, mais dans la politesse. Mais en Afrique, ça passe pas. Non. Mais tu te prends pour qui pour Et, le dire? ouais. Et eux, ils vont te dire quoi? Moi, ils me font comprendre que tu fais la blanche. Ah, mais On est c'est d'accord. Et exactement c'est ça ça. qui est C'est vraiment... exactement ça. là, quand je suis partie récemment, j'ai dû, dans un débat houleux, mais là, pour la première fois, en Afrique, j'osais pas le dire à cause de cette question de droit d'aînesse, Ouais. tu peux pas parler. Mais là, franchement, c'est la première fois où, devant mon père et devant mes tantes, j'ai Tu as affirmé osé. et je leur ai dit, écoutez-moi bien, je suis métisse, je suis pas que ivoirienne. Donc, il y Exactement. a des façons de faire que vous allez pas comprendre, mais c'est ce que je suis, en fait. Et vous pouvez pas me retirer ça. Dans vos cultures et tout, c'est très bien, mais je suis les deux. Et c'était la Totalement. première fois. Et j'ai Mm. senti que eux, dans leur tête, c'est elle est impolie. Mais j'en avais rien à faire. Et même mon père, il avait rien à dire à ce Eh moment-là, ben, en c'est fait. très Tu vois, bien. parce que j'ai dû Mm. m'affirmer, en fait. Mais c'est exactement, j'ai eu le même, Mhm. enfin, j'ai eu le même déclic au Mhm. même moment. Mhm. En effet, c'est quand j'ai vu tout ça, droit Mhm. d'aînesse, C'est et ça. puis la famille. Donc, il y a les grandes sœurs, il y a les tatas, il y a les, Mhm. enfin voilà, c'est tout un environnement à comprendre. Et en fait, c'est là où j'ai compris que j'étais autre chose que juste ça. C'est ça. Et où j'ai dit en fait oui bien sûr c'est bien d'apprendre en fait comment ça fonctionne d'un côté de chez moi, mais il faut pas oublier aussi que je ne suis pas que ça Merci. et que j'ai été enrichie aussi d'autres cultures et d'un autre côté que je suis en droit et en capacité aujourd'hui d'affirmer De aussi. revendiquer. Et c'est pas parce que je suis avec vous que je suis forcément obligée d'agir comme vous voulez Mhm. que j'agisse. J'agis en tant que moi, qui suis métisse et qui ai du coup la chance de connaître à la fois comment ça fonctionne chez vous, mais à la fois comment ça fonctionne ailleurs. Et en vérité, moi, ce que j'ai compris, c'est que le métier, c'est une richesse. C'est Exactement. une richesse, vraiment, surtout quand tu arrives à te revendiquer ni l'un ni l'autre. Parce que malheureusement, on va pas se mentir, hein, toutes ces problématiques, il y a très peu de métis aujourd'hui qui revendiquent, qui s'acceptent pleinement comme ils sont, en fait. Il y a beaucoup, moi, je vois sur mes réseaux sociaux, qui ont choisi, en fait. Et à chaque fois c'est que dommage. c'est très dommage, mais et c'est des souffrances. Parce que moi, à chaque fois que j'aborde, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de vous donner la parole quelque part, parce que les peu de fois où j'en ai abordé sur Instagram, mais j'avais des DM à craquer de 30, 40 messages. Mais il y a des femmes qui pleuraient, hein. Ouais, Il y a des filles, et je sentais tellement la douleur, ça me faisait trop mal. Il y a une femme qui était tellement en colère, elle me disait, j'en ai marre des injonctions que nous, les femmes claires, c'est nous, on fait séduire les hommes, c'est nous, ouais. c'est nous, on est ceci, c'est nous, mais en fait, on n'est pas ça. Et franchement, tu sentais, en fait, ça m'a vraiment fait mal parce que je me suis dit, c'est pas juste un truc simple. Tu vois, des fois, on peut banaliser, oh, mais c'est juste des petits problèmes. Non, c'est des choses qui bloquent réellement les personnes et qui n'arrivent pas à s'épanouir dans la vie Totalement. à cause de ces étiquettes-là Totalement. qu'il faut déconstruire. Et c'est là où je me suis dit, ben, je vais en parler. Et c'est où tu vois que c'est tellement tabou. J'ai compris aussi quand j'ai fait l'appel à témoignage, où il y a eu
je sentais que les gens résistaient. Hein. Mm. Et en fait, c'est pas qu'ils voulaient pas témoigner, c'est qu'ils avaient peur. C'est compliqué. Ouais. C'est vraiment la peur, tu vois. Donc même d'être là, c'est très courageux. Et moi, je sais tout le temps que quand mes émissions sur le métissage doivent sortir, ou même, je te le dis, hein, je me confie à toi, quand j'ai fait la vidéo sur le beauty privilege et tout, je suis très à l'aise et tout quand j'en parle, mais à chaque fois que ça doit sortir, j'ai toujours un peu d'angoisse. C'est juste que j'affirme, j'en parle. Mais tu vois, la problématique du métis, surtout blanc-noir, je venais parler de beauté et de dire que c'est pas parce qu'en fait t'es clair que tu as eu ce fameux beauté privilège, mais naturellement tu te confrontes à être jugé à ton apparence directe en fait. C'est pas genre on va pas te juger à tes compétences, ah oui elle a travaillé et tout, à son intelligence, à son caractère, non, on te juge à qui tu es. Exactement. Et moi c'est ça qui me choque en fait, c'est-à-dire vous allez pas voir au-delà de mon apparence, vous restez là. Bon, Dieu merci, dans l'ensemble ça passe bien, mais il y a toujours, et je te promets, il y a toujours au moins 3-4 personnes qui sont dans la haine, qui vont t'envoyer des messages genre on t'a payé combien pour diaboliser les métis, souvent des métis eux-mêmes. Il y a une fille qui m'a dit ça, une métisse elle-même, moi j'ai pas répondu, mais je me suis dit ah elle a un problème, tu vois. Avec son identité. C'est clair, elle a un problème avec son identité. Ou bien il y a une autre afro qui m'a dit mais toi tu penses que tu es celle qui défend les femmes métisses? Je lui ai dit oui, je suis celle qui défend les femmes métisses. Et heureusement d'ailleurs, tu vois. Mais c'est vraiment difficile en fait de des fois porter ce combat et de vivre avec. Et tu te dis il y a des, mais je le fais pour celles qui sont dans l'ombre et qui osent pas, tu vois. Mais en tout cas merci Cindy de le faire, et c'est important de le faire. C'est important aussi de rappeler qu'il y a une souffrance chez la femme métisse aussi. Arrêtons de stigmatiser effectivement. En fait, le problème de la femme métisse ou du métis en lui-même, c'est que comme on disait tout à l'heure, chez les noirs ils sont blancs, chez les blancs ils sont noirs. Moi j'ai vécu du racisme. Même là, dans la question autour du racisme, je me sentais même pas légitime de vivre ça, ni même d'en parler, à cause du fait que j'étais claire de peau, alors que j'ai vécu du racisme ici en arrivant en France. Et le problème, c'est que donc on est soit l'un soit l'autre chez l'un ou l'autre, et en plus chez les Antillais on est les chabins, les chabines, on se la pète, tout ça. Donc en fait, il y a une souffrance. Il y a une souffrance chez la femme métisse, et la parole doit se libérer, en fait. La parole doit se libérer dans ce combat-là, parce que nous n'avons pas à être ce que les autres veulent refléter en nous. Un métis ou une femme métisse doit connaître et savoir que c'est une femme métisse. Et que métisse, ça veut pas dire être soit l'un, soit l'autre. Ou être mieux que tant. Exactement. Ouais. Et je dirais même, tu disais qu'il y a une richesse dans le métissage, je dirais même que la chance que le métissage nous donne, c'est que ça nous permet de développer une compétence. Et une compétence d'adaptation, d'adaptabilité assez incroyable. Je n'ai jamais vu un métis ou une métisse ne pas savoir s'adapter à son environnement. Celles qui savent qui elles sont. Qui n'ont plus de soucis avec leur identité. En effet. Parce que dans les problématiques négatives, il y en a aussi qui n'arrivent pas à se positionner. Exactement. Et c'est ça le problème de devoir choisir. C'est que, en fait, quand on est métis et qu'on doit choisir un camp, bah, finalement, on finit par être rejeté de l'autre camp. Et le problème avec le rejet, c'est que ça vient attaquer notre identité. C'est la blessure du rejet, totalement, en fait. C'est vraiment ça. Et ça fait de nous, voilà, des orphelins. On agit aussi nous-mêmes dans ce rejet-là, dans cette blessure profonde-là. Alors qu'une identité restaurée, c'est une identité qui a conscience de la compétence et du potentiel et de la richesse que le métissage offre. Mais tu sais, en même temps, c'est vraiment un vrai fardeau que j'ai, parce que là, on en parle en France et tout, mais comme dans le contexte du mannequinat, j'ai eu l'occasion de voyager et je me suis rendu compte que dans plusieurs pays, en fait, le métis avait vraiment une place à part. Par exemple, en Afrique du Sud, c'est eux, ça m'a trop fait mal. On les appelle, alors écoute bien, on les appelle eux les colored, les colorés. C'est-à-dire que, tu vois, d'habitude, les personnes de couleur, un terme que j'aime pas, c'est les noirs en général, ou les noirs métis. Mais là-bas, non. C'est-à-dire, eux, ils ont des cases dans des cases. Spécifiques. Exactement. Moi, j'étais pas une colorée là-bas. Bien que je suis métisse, j'étais mixed girl. Je sais pas si tu vois le niveau. Je vois, tu vois, moi j'étais mixed girl parce que je suis pas sud-africaine. Les colorés, c'est vraiment quand tu es métis sud-africain, blanc, noir, et ils ont une place. En fait, c'est triste ce que je vais te dire, mais quand tu as fait l'Afrique, souvent, tu sais, dans la rue, ceux qui demandent l'argent, c'est souvent alors, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais souvent en Afrique de l'Ouest, c'est des afros, tu vois, c'est des noirs. En Afrique du Sud, ce sont les métis. Mais pourquoi? C'est pas qu'en fait, ils n'ont pas les moyens. C'est que vraiment, on les appelle les enfants du péché. En tout cas, à l'époque. Peut-être maintenant, ça a changé. Pourquoi? Parce que pendant la ségrégation, l'apartheid, je crois que ça s'appelait là-bas, oui, tu n'avais pas le droit, en fait. Les unions noir-blanc, c'était interdit. Mais comme on peut pas empêcher ça, en fait. C'est l'être humain. Il y en a forcément eu. Et donc, ça a créé donc une communauté de métis. Et aujourd'hui, ils sont très
mis à part. Et moi, je suis allée, j'ai vu que c'est souvent eux qui sont les trafiquants de drogue et tout. Mais pourquoi? Pourquoi c'est eux qui sont les plus grands brigands des fois? Mais parce que ça vient de blessures profondes. T'as été blessé, t'es un rejeté de la société en fait. Donc naturellement, t'essaies d'exister d'une certaine manière. Et s'il y a un livre que moi je recommande tout le temps, j'en ai déjà parlé, c'est le livre Trop blanc, trop noir de Trevor Noah, donc qui est humoriste sud-africain qui est aux États-Unis maintenant. En anglais, c'est encore plus profond. Le titre, c'est Born a Crime. Naître comme un crime, dans un crime, tu vois. Ouais, c'est très profond. Et il explique comment ça a été difficile pour lui de se construire, en fait, au temps de l'apartheid, je crois que c'était à la fin, en tant que métisse. Mais par contre, c'est vraiment le bon exemple, en plus que je cite, d'espérance. Parce qu'il avait une mère qui ne l'a jamais mis dans une case, qui lui a fait comprendre que tu es métisse, tu es né en plus sur un régime où on te fait comprendre que tu n'es pas légitime. Mais crois-moi que si tu sais qui tu es, tu peux aller très loin dans ta vie. Aujourd'hui, il est connu à l'international, exactement. Mais moi, c'est sa mère en fait. Et dans le livre, il l'honore, il dit, heureusement, j'avais une mère qui était pauvre, qui a du coup commis un crime, qui est pas un crime, mais d'avoir un chéri, un enfant métis et tout, de l'élever seule parce qu'elle n'était pas avec le papa, vu que de toute façon, c'était interdit. Et aujourd'hui, c'était pas son problème. Et en fait, dans le livre, il explique que souvent, même l'environnement dans lequel tu grandis, donc c'est-à-dire que dans la famille de sa mère, on comprenait pas, on la prenait pour une folle. Mais pourquoi tu veux lui montrer qu'il peut évoluer? Parce qu'elle allait dans les quartiers des Blancs, elle disait, voilà, tu peux avoir ce genre de maison. Elle le faisait visualiser, en fait. Tu peux être là, tu peux être là. Ne pense pas que tu vas rester dans les townships, parce que c'est vraiment là-bas qu'ils sont. Et aujourd'hui, bah, il a réussi. En fait, tu vois qu'en fait, il choisit pas forcément, en fait. Bon, peut-être qu'il se sent plus... Lui-même, il dit, il sait pas où se placer. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, parce que c'est un autre rapport. Mais vraiment, moi, le message que je veux faire passer aussi, c'est que oui, les cases existent. Je pense pas que ça, malheureusement, j'aimerais bien dire que ça va changer. Mais je pense pas que ça va changer demain la veille, mais des initiatives comme je fais et tout, oui, il y en aura et tout. On met des mots, donc MOTSU, des mots MAUX, pour que les gens se sentent mieux, vraiment. Mais je pense que c'est que nous qui pouvons changer intérieurement, mais on ne changera pas les autres, tu vois. On ne changera pas les autres, on pourra pas changer le regard que les autres portent sur nous. En revanche, on peut changer ce que nous, on reflète. C'est ça. Et il faut qu'on en ait conscience, en fait, juste. Mais c'est vrai que, de toute façon, l'environnement et la société actuelle, malheureusement, fonctionne avec des cases. Et c'est pour ça qu'on est mis dans des cases. Sauf que, à nous de créer une autre case, du coup. Sans case. Et aux États-Unis, c'est aussi un autre regard. Où, par rapport aussi à leur histoire, alors les métis là-bas, j'ai remarqué que, tu vois, elles disent pas qu'elles sont métisses. Là-bas, t'es noire. Moi, on m'arrêtait dans la rue. Black is beautiful. Tant mieux, merci. Mais si j'osais dire que je suis les deux, faut être prête à savoir ce que tu vas dire, tu vois, parce que tu sais pas comment ils vont réagir. Et bon, bref, petit à petit, ça va changer. Ça va changer, je l'espère. Pour nos enfants, en tout cas, moi, maintenant que j'ai une fille, je me dis, au moins pour elle, qu'elle sache qui elle est, parce qu'en plus, ma fille, du coup, forcément, elle est franco-ghanéenne, ivoirienne, claire de peau. Donc déjà, son papa est foncé, mais elle a pris mon teint, donc j'anticipe déjà, tu vois, les gens avec les cheveux crépus, je me dis, ma fille... t'es très belle et tout, on va t'apprendre à t'affirmer parce que les gens vont forcément... Et ils ont déjà commencé, quand j'étais enceinte, il y a des gens qui m'envoyaient des messages, j'espère que ta fille n'aura pas les cheveux de Franklin. Mais j'espère qu'elle elle ne sera pas si noire. Et déjà, ça me... Tu vois, mais c'est grave, c'est en 2022, quoi. Tu te dis, on en est encore là. C'est épuisant. Mais en fait, c'est pour ça que une couleur de peau, en fait, le problème, c'est que les gens voient la couleur de peau. Sauf que la couleur de peau ne définit pas qui tu es. Regardons, aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de femmes en Afrique qui veulent s'éclaircir la peau. Parce que ça renvoie à quelque chose, à européen, etc. Donc, mais en fait, ça ne changera pas qui tu es, en fait. Donc, que tu sois clair, que tu sois foncé, que tu sois moins clair, etc., ça ne changera pas qui tu es à l'intérieur. Merci. Et donc c'est un vrai problème. Mais encore une fois, c'est un vrai problème identitaire. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de combats dans ma famille parce qu'en plus, j'ai un nom de famille en Afrique qui est assez... marqué. Voilà, marqué, avec une histoire en tout cas que beaucoup connaissent, etc. Et en fait, le nombre de fois où j'ai été renvoyée à ma couleur de peau, toi, tu t'appelles comme ça, mais par contre, t'es blanche. Toi, t'es pas vraiment une béanzin parce que toi, t'es blanche. Enfin, en fait, ça a été compliqué de porter en plus un nom de famille connoté, alors que chez eux, en fait, c'est limite, ça peut être du rejet, en tout cas chez certains Africains. Donc c'est particulier. Alors que ici, moi, mon nom de famille, il était pris pour ce qu'il était. Et comme en plus j'ai les cheveux bouclés, alors
quel malheur j'ai eu. Non, non, je suis arrivée, moi, mon premier jour ici en France, après être arrivée de Mayotte. Je suis arrivée pour faire mes études. Et en fait, la CPE du lycée où j'arrive, où je viens faire ma prépa, m'explique que je cite, son taux de mixité. Oui, en fait, ça me fait tellement rire parce que les cases, on les retrouve partout dans le mannequinat. Il y a ce genre de choses aussi qui n'est pas accepté. Non, mais à quel moment ça peut être acceptable, en fait? Ouais. C'est grave et ça me fait penser à une anecdote. Moi, tu vois, dans le milieu du mannequinat, dans notre regard au niveau de l'image, on a toujours eu du mal à me caser, en fait. Et en fait, je me suis posé un jour la question, je me suis dit, mais attends, pourquoi même ils cherchent à me caser? Oui, en fait. C'est ça. Et c'est un photographe qui m'a répondu, il m'a dit, tu sais la problématique, qui n'est pas une problématique, qui est une richesse, mais il m'a dit, tu sais, c'est quoi la problématique de ton profil? C'est que tu as un visage international, versatile, et donc on te maquille trop, ton côté africain ressort trop. Et donc, parce qu'en fait, je me plaignais que pourquoi on me laissait toujours. Je sais que, ok, ça me va très bien le naturel et tout, mais quand t'es mannequin, des fois, t'as des projets, des projets que t'as envie d'être booké dessus, et on me mettait jamais ce genre de projet, et je me posais la question, et c'est parce que mon visage est tellement versatile, que quand tu me maquilles un peu, il y a mon côté africain qui ressort, ou des fois, tu vas me maquiller, je vais faire brésilienne. En fait, j'arrive à toucher tous les peuples. Exactement. Franchement, c'est ça, pour toute façon, je le dis, maintenant, je connais mon unicité, j'ai un visage très international. Tu peux me faire peul, je vais faire peul, tu me mets des tresses. Tu veux me faire européenne, je vais faire européenne. Exactement. Tu veux me faire africaine, je vais faire africaine. C'est une richesse en vrai, et c'est même un atout dans le milieu du mannequinat. Mais comme la société n'est pas encore à là, et qu'on va pas se mentir, les métiers d'image, c'est une représentation des problématiques de la société, tu vois. Et donc, du coup, ils préféraient me laisser dans une case, et que j'ai remarqué qu'on laisse beaucoup les métis dans cette case. Si tu regardes un peu les publicités, on est très naturel, très la fille tropicale et tout. Mais les noirs, à ton avis, pourquoi on les caricature? Ça commence à changer. Mais tu sais, il y a eu une période où on caricaturait beaucoup les noirs. Pourquoi? Les femmes noires, on les prend toujours très noires, les cheveux rasés, autres. Ils s'en rendent pas compte, mais c'est la vision un peu esclavagiste. Je vais le mot, hein, mais quand tu réfléchis, c'est ça en fait. Dans les champs, tu vois, on rasait, et la femme métisse avait toujours cette place un peu plus... Elle accédait plus au monde occidental, tu vois, les maîtres. Et en fait, moi, dans le milieu de l'image, et je pense que c'est pour ça que Image Unique, c'est au-delà, tu vois, c'est vraiment briser les codes à ce niveau-là, pour dire, mais non, en fait, c'est pas ça. C'est exactement ça, je te rejoins. En fait, je me retrouve beaucoup dans le témoignage que tu livres. Dans le milieu du mannequinage, j'imagine que c'est un atout, effectivement, pouvoir passer partout. Mais en fait, c'est aussi un atout en tant que tel, au sens où... Enfin, moi, je suis partie en vacances en Israël, on croyait que j'étais... Non, mais c'est vrai. Mais exactement, israélienne. J'ai travaillé dans un milieu où j'ai côtoyé beaucoup de maghrébins. Je me faisais insulter parce que je ne parlais pas arabe. On pensait que j'étais maghrébine. C'est vrai que maintenant tu me le dis. Donc, effectivement, tu peux le faire. Pareil, j'ai croisé des Égyptiens qui pensaient absolument que j'étais égyptienne. Donc en fait, au final, c'est un atout parce qu'en fait, beaucoup peuvent s'identifier aussi aux métis. Exactement. Beaucoup peuvent s'identifier à nous parce que on a justement cette richesse, et je pense même que si on va gratter un petit peu en dehors de juste ce qu'on connaît, des origines qu'on connaît, en fait, comme tout le monde, hein, je pense. Exactement. On est tous, en fait, moi je dis, tout le monde aujourd'hui est métissé. Là, c'est vrai que nous on est clair, donc c'est marqué. Mais quand les gens me disent qu'ils sont pas intéressés par le métissage, moi ça me fait toujours un peu sourire parce que je me dis, mais dans quel monde ils vivent? Mais sans être méchante en fait, je me dis sincèrement, aujourd'hui je vous le dis, tout le monde est métissé. Exactement. Il y a très peu de 100%, et donc même si peut-être ça te touche pas directement, les gens autour de toi sont métissés. Donc c'est important quand même que tu aies cette ouverture d'esprit là, parce que dans les années à venir, même dans 10 ans, dans 20 ans, quand moi je vois ma fille, si ma fille demain se marie avec quelqu'un qui est métissé, mais je sais pas si vous vous en rendez compte, on aura au moins minimum 5 origines. On a déjà Naomi en fait, donc imaginez. Donc c'est important de s'ouvrir vraiment sur l'autre. Ouais. Mais là, on va passer sur la partie croustillante. Au niveau, donc, comme tu disais, tu es mariée à un Martiniquais. Oui. Honnêtement, ça m'étonne tellement pas. Parce que quand là, j'ai discuté avec toi, je trouve que t'es un peu la mieux placée. C'est bizarre hein, ce que je vais dire. Mais tu vois, pour comprendre l'autre, et on sait tous que la Caraïbe, les Antilles, ils ont une grande histoire culturelle. Oui. C'est ça, riche, avec aussi des choses difficiles, mais qu'elle porte en elle. Et du coup, je me posais la question, est-ce que justement, vous avez été... Malheureusement, il y a un combat, tu vois, entre afro-antillais. Oui, on le sait, on le sait, on va pas le nier. Même s'il y en a qui veulent le nier, on le sait, ça existe. Est-ce que justement, vous avez été confronté à ça? Que ce soit vous-même, hein, peut-être des préjugés qu'au début, vous avez l'un sur l'autre,
ou même le regard extérieur, et comment vous avez dealé avec ça? Comment aujourd'hui vous vivez votre couple? Alors déjà, quand on a commencé notre couple avec mon mari il m'a invité au restaurant, pour la petite anecdote, et il m'a dit concrètement, moi, de toute façon, parce que voilà, il a une foi et il croit en Dieu, il a dit, moi j'ai prié Dieu, je ne veux ni une fille des îles, ni une africaine. Il a eu les deux en une. Le Seigneur l'a dit. Au final, Ça, c'est la spécialité. voilà, la réponse à sa prière. Voilà. Et donc au final, nous voici. Et donc déjà, j'ai trouvé que déjà le sens de sa prière disait beaucoup. Je ne veux ni une fille des îles, ni une africaine. Et en fait, j'ai demandé mais pourquoi? Et directement, je me suis confrontée à des préjugés. Parce que les filles des îles, elles ont trop de caractère, et que les chabines des îles, les chabines, comme ils appellent les chabines. D'ailleurs, c'est quoi? Juste petite question là, c'est pour moi. Tu peux m'expliquer c'est quoi la chabine? Parce que honnêtement, je sais que c'est une case, mais moi, ma fille aînée, on m'a dit elle fait chabine. D'autres me disent non, elle fait pas du tout chabine. Moi, on m'a dit je fais chabine. Donc juste pour savoir, parce que déjà même c'est bizarre. D'après ce que j'en concept. comprends, d'après ce que j'en comprends, les chabines ou les chabins sont les personnes claires en fait de peau, issues d'un métissage. Même pas, parce qu'il y a des mêmes Antillais qui sont clairs de peau, on appelle ça chabin. C'est des personnes qui sont claires de peau. Ok. Hein, Ah, moi, j'avais eu une autre définition que c'était ceux qui avaient les yeux verts, tu vois. Ah, en plus. Bon. Bref, ça c'était pour rigoler. En tout cas, preuve de case en fait. Voilà. Exactement, preuve de case. Et donc les chabines, elles se la pètent, elles sont voilà, elles ont du caractère. Et les Africains sont des sauvages. Voilà ce à quoi je me suis confrontée, en tout cas. La chance que j'ai eue, c'est que mon mari est quand même plus ouvert, en tout cas, que les générations avant lui, sur le métissage et aussi sur l'Afrique. Après, je pense qu'entre les Antilles et l'Afrique, historiquement parlant, il y a effectivement des faits qui peuvent expliquer cette mini-guerre entre guillemets, on va dire. Mais du coup, on a eu des combats déjà au niveau du fonctionnement de la famille, parce que voilà, chez nous en Afrique, il y a quand même des protocoles, certains protocoles pour présenter le monsieur ou le futur. Il y a donc des choses à respecter, tout ça, alors que chez eux, en fait, c'est pas forcément les mêmes protocoles. Et donc, on a eu des discussions parce qu'ils comprenaient pas, en fait, tout simplement, pourquoi il y avait autant de protocoles alors qu'en fait, on s'aime juste. Enfin, il n'y a pas besoin de... et donc déjà, ça a commencé par là. Et ensuite, il y a eu... on a dû plusieurs fois remettre les choses à plat, les fondements, autour de discussions qui se sont fait dans la paix, hein, bien sûr, je le souligne quand même. Mais en fait, on a essayé de tirer le fil de pourquoi est-ce que, en tant qu'Antillais, vous pensez ça de l'Afrique. Par exemple, là, je suis partie en Afrique il y a 2 semaines. Et je suis partie en Afrique il y a 2 semaines. Et du coup, je lui ai dit, la prochaine fois, ça serait super que tu viennes avec moi, etc. Et en fait, il serait OK de venir. C'est juste qu'il y a toujours un truc de réticence auquel je me confrontais avant. Parce que maintenant, maintenant c'est bon, je crois qu'il est même plus africain que moi pour le coup. Mais... Bel exemple. Exactement. Mais et je me disais, pourquoi est-ce que En fait, on a posé la question du pourquoi. Pourquoi? Ok, pourquoi tu penses ça? Parce que. Ok, mais pourquoi? Parce que. Ok, très bonne question. Et c'est toujours aller en profondeur. C'est en fait une thérapie. C'est un peu ça. C'est une thérapie, exactement. Exactement. Et il s'avère qu'en fait, l'image de l'Afrique aux Antilles, comme les Antillais ont été colonisés par des Européens et que on leur a apporté avec toute une évolution, on va dire, dans leur pratique, il s'avère que dans leur tête, pour eux, les Antillais sont plus développés que les Africains. En fait, ils ont, pour la plupart, une image de l'Afrique encore très pauvre, encore très arriérée, encore très... Et quand j'étais en Afrique et que je lui ai envoyé des photos, des bâtiments qu'on peut avoir, des routes qui sont faites, c'est pas la terre rouge, etc. Wow. Là, les choses ont commencé à changer. Ah, mais vous avez ça? Ah, mais en fait, c'est comme ça. Mais c'est évolué aussi. Voilà. Il y a eu plein de choses comme ça. Pareil, je voulais l'emmener voir un film sur l'Afrique et sur mon histoire, etc. Et en fait, au début, sa réaction, ça a été, mais pourquoi on va voir que de la terre rouge et des gens qui font de la poterie? Ah oui, Non, mais ça, non, mais... le cliché, la caricature. Mais vraiment,
En fait, ce sont des préjugés, des clichés, des caricatures qu'ils ont dans la tête. Complètement. Et il a fallu qu'on déconstruise ça ensemble. Et lui-même, du coup, quand il a rencontré ensuite ma famille, quand il a vu comment ça se passait, il s'est dit, ouais, non, en fait, Mais ça demande vraiment j'abuse. beaucoup de patience et Exactement. d'amour, hein, parce que c'est pas tout le monde hein, qui Ah, a il y a que Non, l'amour. franchement, Il y a que non, mais l'amour. parfois, on en revient à l'amour, tu vois, parce que bah au final, quand tu te rends compte que des fois c'est même pas de leur faute, c'est l'histoire qui a fait que on leur a fait penser ainsi et bref, C'est je vais pas exactement aller ça. mélanger finalement le peuple afro, hein, si je veux dire, entre qui on est, mais ça demande ouais que l'autre en face vraiment soit patient, parce que je sais pas si je quand j'entends ce genre de choses là vraiment ça me choque, ça me dépasse. Bon, ça, c'était avant, du coup, avant le mariage. Et effectivement, on a dû déconstruire ces choses-là pour qu'ensuite, les fondements soient solides, en fait, lors du mariage. Et aujourd'hui, c'est vraiment une richesse d'avoir réussi à dépasser ça, déjà. Après, qu'on se le dise aussi, enfin, nous aussi, on a des préjugés sur les Tout le Antillais. monde, Les Antillais sont lents. mais tout le monde a des Les préjugés en Antillais fait. sont pas C'est fidèles. ça. Les Antillais, enfin voilà. Et en fait, aujourd'hui, Les Antillais aiment les femmes. Ah, voilà. C'est beaucoup, voilà. Donc, en fait, c'est de la déconstruction. C'est important de déconstruire ces préjugés-là pour ensuite rebâtir ensemble sur des fondements qui sont solides, des fondements qui sont véritables, des fondements qui sont plus justes également, pour ensuite la vie de famille, apporter à nos enfants un héritage qui est dépoussiéré, on va dire, Ah, t'as tout dit. des idées reçues. Et même nous, dans notre mariage, qu'en fait, notre amour soit dépoussiéré de toutes ces idées reçues, anciennes et passées, auxquelles on a pu... Mais c'est vraiment bien. Enfin, je trouve que vous êtes un bon exemple parce que j'ai eu beaucoup de témoignages de couples, Ouais. de femmes qui se confient en moi. Donc, soit elle est antillaise, lui africain ou inversement. Et franchement, au niveau par contre de la culture, tu vois, africaine, les procédures qu'il y a à la présentation, Ah oui. eux, il n'y a vraiment pas ça parce que Non. c'est très européen en fait, Oui. c'est très français, mais ça crée des vraies problématiques en fait. Il y a des couples vraiment qui tiennent, qui restent ensemble, mais c'est soit la famille ne parle plus, soit ils finissent par se séparer, juste pour une question en fait de présentation, tu vois. Enfin, je trouve que c'est tellement dommage. Et même là, en fait, même sans parler, comme je dis, même de le métissage, même globalement, moi, je sais que mon père est français par exemple. Et quand je devais me marier, mon père, pour lui, ça n'existe pas la dot dans la culture. Donc, ça n'existe plus. Avant, ça existait. Ça la existait dot. avant, oui, Voilà. tout à fait. Mais ça n'existe plus la dot dans la culture française. Mais il y avait des membres du côté africain qui ne comprenaient pas, en fait. Qui ne comprenaient pas. Et puis moi, mon père, il m'a clairement dit, hein, il m'a dit, moi, je veux pas de votre dot, là. Je veux pas de vos histoires et tout. Parce que, il avait des modèles où il voyait que c'était des embrouilles. Donc, il a dit, je n'en veux pas. Mais ça n'a pas été compris par certains membres et ça a été perçu comme on ne respecte pas les coutumes, tu vois. Exactement. Alors que non, en vrai, c'est pas qu'on respecte pas les coutumes. C'est juste que nous, en fait, on est resté sur une base de notre foi, tu vois. Et c'est mon père qui me marie. Et puis, mon père est français, il n'y a pas besoin de ça. Point. Mais aujourd'hui, ça fait que on a accepté des étiquettes et il faut réussir à avancer avec. Et ça demande, je trouve, beaucoup de maturité de se dire et de savoir qui tu es et de te dire. C'est pour ça que moi, je leur ai dit quand je suis partie, écoutez, pensez ce que vous voulez. Moi, je suis les deux. Je n'ai jamais renié une culture plus que l'autre. Mais j'avance aussi concrètement avec ce que je suis. Et le côté de mon père, il est français en fait, donc je fais de ce côté parce que c'est ce que je suis. Donc ouais, et c'est important pour tenir en fait dans le couple en fait et pour transmettre ça aussi à nos enfants que t'es pas obligé d'aller dans toutes ces cases, on peut respecter mais en étant très simple aussi. Exactement, en fait C'est ça. T'as tout dit, c'est le mot, c'est la simplicité. Le fait d'être métisse, ça veut pas dire qu'on est au-dessus des autres et ça veut pas dire non plus qu'on est moins que les autres, ça veut pas dire qu'on est plus complexe que les autres. En fait, on peut être métisse et être simple. C'est ça. On peut avancer dans les cases, justement hors des cases qu'on veut. On peut avancer en fait en construisant nous notre histoire aussi en fait, et qui est intrinsèquement liée de toute façon aux histoires des autres peuples. Enfin, je veux dire à un moment donné. Enfin, donc je pense que la simplicité c'est aussi un maître mot, mais attention parce que souvent, beaucoup de fois, et on le disait tout à l'heure en introduction, des fois, en fait, on va attendre du métis, comme il n'est pas vraiment dans une case, on va attendre de lui qu'il soit dans son coin, calme, voilà, tout ça, rangé, tout ça, caractère très, voilà. Être simple ne veut pas forcément dire être effacé. Être simple ne veut pas dire non plus de ne pas exister. En fait, c'est vraiment, quand on parle de simplicité, on parle, je pense toi aussi, hein, Cindy, de simplicité de cœur. Le cœur, oui. Au sens où
on est, comme tu disais, on n'est pas obligé de suivre ce qu'on nous demande Si ça fait pas sens suivre pour toi, en fait. si on n'est pas en paix avec. C'est ça, exactement. Et en fait, nous, dans notre famille, ça a été, on a eu la chance, en tout cas, d'avoir des parents très, très Ouverts. libres, de nous laisser faire ce qu'on voulait, même si ça a fait des problèmes, forcément, chez certains Donc ça, c'est un aînés, peu- parce que, bon, voilà, Là, c'est un peu classique partout, j'ai envie de dire. malheureusement, Un mariage, c'est ça. malheureusement, bon, après, voilà, mais, et c'est ça aussi la richesse, je dirais, de moi, de mon métissage, mais également du métissage de mon mariage. Puisque comme il y a différentes sources de culture dans ce mariage-là, et ben en fait, à nous aussi de construire notre propre Et de cheminement. faire des concessions. Et aussi. exactement. Et C'est tout ça. enfin, en fait, voilà. Et c'est en ça, pour moi, que la simplicité doit demeurer, en tout cas, dans les couples qui sont mixtes, les couples qui sont métis, et dans, de toute façon, une identité pluriculturelle. Mais écoute, c'est sur ces bons mots que je vais te laisser, si tu as un message particulier à partager à notre communauté, c'est ici. Chère communauté, sachez que si vous êtes métis, vous êtes précieux, vous êtes précieuse, que vous n'êtes pas obligé d'être l'un ou l'autre, mais vous pouvez être les deux en étant vous-même, qu'une couleur de peau ne changera en rien ce que vous êtes, que personne ne vienne mépriser qui vous êtes, que personne ne vous juge à votre couleur de peau, mais bien au contraire, montrez la force et la richesse et la capacité d'adaptation que ce métissage fait de vous. Et vraiment, voilà, soyez fortifiés, parce que c'est pas facile. Bah, franchement, merci Naomi. Bon, tu l'as un peu redit, mais si tu peux le redire, tu connais la coutume. Tu dois regarder la communauté et leur dire qu'ils sont précieux et uniques. Tu l'as bien dit, mais bon, vas-y. Vous êtes précieux et vous êtes uniques. Ne l'oubliez jamais. En tout cas, c'est sur ces mots qu'on va s'arrêter. Je mettrai tous les coordonnées si vous voulez contacter Naomi en barre d'informations, son lien Instagram. Et vraiment, merci. C'était tellement riche. Mais je sais déjà que je vais avoir tellement de messages après cette vidéo. Positif dans l'ensemble. Donc, rien que ça me réjouit de me dire que voilà, il y a des femmes, des hommes qui vont se dire « je ne suis pas seule ». Et si toi aussi qui me regardes, tu as envie de témoigner autour d'un sujet rattaché au métissage, donc culturel ou ethnique, n'hésite pas à nous envoyer donc ta candidature à info@imageunique.fr. Je mettrai également l'adresse en barre d'informations et ça sera un plaisir pour toi de te recevoir parce que c'est vraiment le but de cette rubrique, c'est de vous donner la parole à vous, notre communauté. Donc voilà, en tout cas, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo avec une nouvelle intervenante. D'ici là, porte-toi bien. Bye!